Chers téléspectateurs, bienvenue dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Aïcha Mohamed Roblé, ancienne ministre, députée, écrivain et bien d'autres cordes à son arc d'ailleurs. Soyez la bienvenue. Merci. Alors vous avez devant vous des questions qui vous sont adressées. Est-ce que vous pouvez lire la première s'il vous plaît? D'accord. Le monde de la culture, selon Aïcha Mohamed Roblé, doit-il nécessairement être engagé? Dites-nous. S'il le faut, oui. Sinon, c'est un monde qui parle de notre identité culturelle, de ce que nous possédons déjà, qui met en valeur donc notre identité culturelle, qui montre notre différence. C'est que nous, en Afrique de l'Est, surtout à Djibouti, c'est que nous véhiculons comme culture, ce qui fait notre identité. Mais maintenant, il arrive parfois que le monde culturel s'engage, oui. Est-ce que vous êtes auteur, cinéaste, vous mettez en scène des pièces de théâtre, mais de la vie générale, un combat émane toujours de vos œuvres, à savoir par exemple la lutte contre l'excision ou encore dénoncer parfois la polygamie. Exactement, ça c'est vrai. Bon, moi quand j'ai commencé à mettre ma première pièce qui s'appelait La Dévoilée, c'était en 1994 sur scène. C'était tout juste timidement pour dire que la femme est là, quoi. La femme est là, elle s'exprime et elle prend position. Et c'était une époque encore où les premières femmes diplômées rentraient au pays. Et elles étaient là, mais en même temps elles brillaient par leur absence. Elles étaient là, mais elles n'étaient pas là où il fallait. À ce moment-là, il y avait aussi ce journal qui, un beau matin, dans ce journal, il était écrit qu'il y avait 84% des divorces de jeunes couples qui avaient à peu près 4 mois de mariage, 2 mois de mariage. Et c'était tous des couples que nous appelions modernes, que nos parents appelaient modernes, c'est-à-dire qu'ils se choisissaient, qui se mariaient par amour, mais qui ne réussissaient pas dans leur vie de couple. Et c'était là une très grande interrogation. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe alors? Et là, dévoilée, ça veut dire que c'est cette femme, chez nous, la première des choses qu'un homme offre à une femme, à sa future épouse, c'est le voile. Il faut qu'elle se couvre les cheveux. Par exemple, maintenant, en tant que Djiboutienne, quand moi je vous vois comme ça, je dirais, ah, elle est libre, elle n'est pas mariée. Mais maintenant, si vous avez les cheveux couverts, ça veut dire que vous êtes marié. Donc, c'est comme une alliance. C'est-à-dire la liberté de la fille réside dans ses cheveux. Chez nous, les filles tressaient leurs cheveux et les gardaient en l'air. Cela veut dire qu'elles ne sont pas mariées. Donc, les cheveux en l'air, ça veut dire qu'elle est dévoilée, elle est libre. C'est la liberté. Mais dès qu'on embrigade ses cheveux dans un voile, ça veut dire que cette femme n'est plus libre. Elle est réservée. Et voilà, elle est promise à quelqu'un. Et puis, plus tard, elle se marie et elle va couvrir les cheveux. Et la première des choses qu'on fait, c'est défaire les tresses. Une fois qu'on va défaire les tresses, ça veut dire qu'elle est fiancée. Et on va lui couvrir la tête. Et sa liberté de jeune fille s'arrête là, quoi. C'est l'enterrement de la jeune fille, de la vie des jeunes filles. Donc, alors à ce moment-là, moi j'ai trouvé qu'il fallait qu'on s'exprime. Parce que les hommes, ils ne nous écartaient pas. Ils ne nous refusaient rien. Sauf que c'était cette place que la société nous avait reconnue. Un point, un trait. Moi, je dois être là, mon frère doit être là. Et c'était bien tracé. Donc, chacun devait rester dans son carré, quoi. Et vous avez décidé de sortir du carré? Exactement. C'est là que je me suis engagée. Parce que je me suis dit, notre pays a besoin d'une deuxième jambe. Parce que quand on n'a qu'une seule jambe, on ne peut pas marcher vraiment comme on le voudrait. On ne court pas non plus. Mais pour que notre pays atteigne le développement, il a besoin de ses enfants, de sa fille comme de son garçon. Donc il fallait que cette jambe-là commence à bouger, cette jambe-là qui est presque paralysée, qui était la femme, il fallait qu'elle bouge. Moi, je voulais faire passer le message en riant. Dans l'humour, oui. Dans l'humour, parce que on peut pas affronter un homme de face. La force est inégale. Mais moi, je voulais qu'il comprenne que tout en riant, aujourd'hui, la femme pouvait dire non. C'est-à-dire, elle a choisi le divorce.
Elle rentre de son voyage. Sa bonne qui était à la maison, qui était bonne, a changé de grade. Et est devenue sa coépouse. Elle est devenue sa coépouse. Du coup, elle qui n'est pas au courant, elle lui demande de chauffer le biberon pour son fils, pour son bébé. Et l'autre, elle revient, elle dit, écoute, dis-lui la vérité, hein, je ne suis plus sa bonne. Et elle surprend la conversation. Et c'est là qu'elle choisit de partir. C'est-à-dire que aujourd'hui, la femme peut aimer et rester, peut détester et partir. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, elle pouvait subir son union. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Alors, la question suivante. La femme djiboutienne a-t-elle une place dans la vie politique de son pays? Bien sûr. Ça, c'est une très bonne question, mais on peut dire que elle se pose plus, quoi. Elle se pose plus? À Djibouti, elle se pose plus parce que, alors, la première femme djiboutienne a été ministre en 1999 à l'arrivée de notre président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Et donc depuis, il y a eu des femmes au Parlement, il y a eu des femmes dans le gouvernement, donc et je crois que ça va continuer. Est-ce que la proportion est suffisante? Quand on prend l'actuel gouvernement, par exemple, hormis les secrétaires d'État, il y a effectivement quelques femmes ministres, une femme ministre de la promotion de la femme. Les rôles, par exemple, sont toujours cantonnés à ce type de ministère, non? Alors ça, moi je vais appeler ça la prudence, quoi. On a toujours peur de l'inconnu. Nous, on ne nous connaissait pas sur le plan politique. Mais si sur le plan social, il est naturel que nous prenions les devants quand il s'agit d'organiser des funérailles, des mariages, et puis les circoncisions des garçons. Eh bien, ce sont les femmes. Ça, c'est leur terrain. Il y a un terrain de prédilection. Je trouve qu'il fallait un courage politique. Il a été très courageux, le président, déjà, le fait qu'il instaure le système de quotas en ce qui concerne les femmes au Parlement. Parce que il faut que la pilule soit avalée quand même. Nous sommes des traditions africaines et ce n'est pas facile. Quand notre président est arrivé au pouvoir, moi je me rappelle de son discours un 8 mars, il a dit écoute ma sœur. Il a invité les femmes à sortir de l'ombre en fait. Et quand il nous a invités à sortir de l'ombre, moi j'étais arrivée déjà, il y avait déjà ma pièce en 97 qui a été jouée, qui s'appelle Si Madame devenait ministre. Et vous l'avez été par la suite. Ça c'est le destin. Mais alors, vous vous rendez compte, je n'ai pas dit Madame la ministre, j'ai dit si Madame devenait ministre. Mais quelle catastrophe! Qu'est-ce qui va arriver dans ce pays si une femme arrivait au pouvoir? Elle est arrivée et ce n'est pas quelque chose de facile parce que ça, ce sont des postes réservés aux hommes. Il ne faut pas se les réserver. Et vous-même, quand vous faisiez partie du gouvernement, quel était le type de relation que vous entreteniez avec vos collègues masculins? Alors moi, je n'ai jamais ressenti le rejet. Déjà, vous êtes un objet de curiosité. Il y a sûrement un sourire malicieux. Bon, une femme parmi nous, bon. Comme déjà tous les proverbes disent que là où il y a femme, il y a problème. Et une femme là où elle met les pieds, il y a toujours la zizanie. Donc déjà, tout le monde a des idées bien reçues sur la femme. Et c'est à la femme de démontrer le contraire. Moi, j'ai eu que de très bonnes relations avec mes collègues. Ils étaient très courtois, à commencer par le président de la République qui était galant et courtois, compréhensif. Et les autres, ils étaient toujours prêts à m'épauler, à m'aider. Je n'ai pas ressenti la marginalisation. On ne veut pas des femmes dans le gouvernement ou des hommes qui se sont ligués contre moi. Au contraire. Et pas de paternalisme non plus? Non, pas de paternalisme non plus. Parce que, bon, comme vous voyez, moi, je suis une femme qui parle et qui m'exprime. Donc, on est peu inclin à me dorloter, quoi. Je crois pas que j'invite au paternalisme, non, je ne crois pas. Mais ce que j'aimais, c'est les échanges d'égal à égal. C'est quand l'autre vous considère. Et que vraiment, on s'intéresse plus à votre cerveau. On dit que le cerveau est assuétué.
à sexuer. On s'intéresse plus à votre cerveau, à ce que vous dites, que à ce que vous portez ou à votre charme. Si maintenant la femme elle-même, elle met en avant opération séduction, c'est autre chose, mais quand on fait de la politique, on met de côté la séduction. On va terminer avec la question Joker. Est-ce que vous considérez véritablement avoir œuvré à l'évolution du rôle, à l'évolution de la place de la femme à Djibouti en étant en fonction? Je continue. Vous savez, moi, j'ai commencé ce combat avant d'être parlementaire et avant d'être ministre. Et croyez-moi, à l'époque aussi, moi, je disais toujours, mais Aïcha, quand on me posait la question, mais qu'est-ce que tu cherches? Et moi, je disais, mais je suis en train de nourrir l'ambition des autres femmes. Est-ce qu'il est plus facile d'agir pour les femmes en étant ministre dédié aux femmes? Oui. Ou écrivain, auteur? Dans tous les cas, on peut aider la femme. Cela n'a pas besoin d'un titre. Cela est un combat que vous vous êtes donné pour mission. Parce que je lutte pour que ma fille soit heureuse. Je lutte que pour que vous soyez heureuse. Il y a d'autres luttes dont je m'inspire. Et il y a d'autres femmes qui m'inspirent, bien sûr, de par le monde, qu'elles soient africaines, européennes ou américaines. Hein. Donc, je crois que j'ai vraiment, bon, comme on dit, hein, il faut que chacune de nous, chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. C'est tout. Pas plus que les autres, ni moins que les autres, mais je dis, je suis là. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette interview. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Ça me fait plaisir de vous voir hein, ici. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24 à Djibouti. À bientôt.